L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait des loups bien présents mais peu visibles dans nos montagnes, si on parlait du vol de distance en parapente et si on parlait de l'épilepsie, deuxième maladie neurologique en France. Et pour parler de ces sujets, je reçois Isabelle Dalicou, organisatrice de l'événement Ensemble pour l'épilepsie qui aura lieu ce week-end au Pont de Clé. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, Damien Rigaud, parapentiste, organisateur du Saint-Hilaire Tour, une sorte de tour des massifs en parapente. On verra ça dans quelques minutes avec vous. Bienvenue. Merci. Vous n'êtes pas venu en parapente? Non, bon. En voiture. Ouais, dans les rues de Grenoble, c'est plus pratique. Et puis, troisième invité, Jean-Michel Bertrand, réalisateur du film La Vallée des Loups. Bonjour Jean-Michel. Bonsoir. Un film qui raconte votre quête du loup dans les montagnes des Hautes-Alpes, dont vous êtes originaire. On vous avait reçu dans cette même émission il y a à peu près 1 an et demi, juste avant la sortie du film en salle. J'ai regardé le box-office. Je crois que le nombre d'entrées tourne autour de 200 000. Est-ce que c'est un bon résultat pour un film comme celui-ci? C'est la bonne surprise, ouais. Pour un film comme celui-ci, de toute façon, quand un film sort, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc c'est toujours... Mais en même temps, 16 films par semaine qui sortent, des gros, des blockbusters, des petits, etc. Donc c'est un peu la boucherie. Et c'est toujours une frayeur énorme et une angoisse énorme au moment de la sortie. C'était le 4 janvier 2017. Et en fait, le film a tenu, le film est parti tranquillement et on a encore des séances. Et il a encore une vie. Donc les chiffres continuent à grimper tranquillement. Et c'est vraiment fabuleux, quoi. Une très belle aventure, ouais. Alors, c'est vrai que c'est un film un petit peu inclassable. Quand des films sortent, chacun a sa catégorie. Celui-là, il était difficile à mettre dans une case. Ouais, c'était un peu le but, en fait, parce que moi, c'est vrai que je suis passionné de nature, d'animaux sauvages, de montagne. Et j'étais un peu lassé de voir toujours des films animaliers très formatés, où on comprenait pas grand-chose, on savait pas trop ce qui se passait, avec une voix off, enfin... Et j'ai eu envie de raconter le chemin, en fait, pour rencontrer les animaux et pour approcher leur intimité. Donc on est dans un doc qui raconte une histoire, qui pourrait être fictionnée quelque part, sauf que cette histoire, elle s'est écrite au jour le jour, pendant 3 ans, et c'est ce que raconte le film. Donc c'est assez inclassable, effectivement. Alors, ça tourne autour des loups. Certains documentaires animaliers prennent des animaux domestiques pour arriver à faire de belles images, à avoir beaucoup de plans dans leurs films. C'est pas une option que vous avez choisie. Non, moi, les animaux apprivoisés, imprégnés, filmés dans des parcs de semi-liberté, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que quand on parle des loups, comme des aigles, j'avais fait un film précédemment sur les aigles royaux. Quand on parle de ces animaux, on parle de grands espaces de liberté, de territoires immenses et de grande mobilité. La force des loups, c'est leur mobilité, c'est la façon dont ils colonisent de nouveaux territoires, etc. Et parler de cette liberté avec des animaux apprivoisés ou imprégnés à l'homme, je trouve ça dommage et j'avais envie plutôt de mettre le spectateur dans cette quête réelle. Vous avez envie de voir un loup, de voir des loups. Ben voilà, on va vous raconter un chemin personnel, comment arriver à tout ça. Donc en fait, ça dépasse l'animal, évidemment. C'est aussi une immersion, il y a un parcours, il y a une enquête presque policière pour essayer de comprendre tout ça. Mais il y a aussi un aspect philosophique sur l'immersion dans la nature et ce rapport aux loups, mais aussi aux fourmis qui m'ont bien embêté au début, qui sont devenues parfois mes copines. Enfin voilà, c'est très, très, très vaste en fait comme histoire. Vous avez été l'un des premiers, peut-être même le premier en Europe à réussir à vous faire accepter, entre guillemets, par une meute de loups sauvages. Cette démarche-là de vous lancer dans cette aventure, elle est venue comment? Vous étiez un spécialiste de l'animal? Vous aviez envie d'en savoir un peu plus ou... Non, j'avais des rêves plein la tête, c'est tout. Moi, je fonctionne au rêve, à l'affect et au délire. Et en fait, dans cette vallée que je connaissais bien parce qu'elle a bercé mon enfance, parce que j'y avais filmé des aigles, je me disais que les loups devaient être là. Alors, j'ai pas été accepté. On n'est pas chez Walt Disney, évidemment, mais j'ai été toléré par ces animaux, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai mis 3 ans. J'ai beaucoup ritualisé, en passant toujours sur les mêmes chemins, en faisant pipi toujours aux mêmes endroits, parce que c'est la façon aussi. Vous avez pris un peu leur code. Voilà. Et j'étais surtout très rituel. Je dormais sur les mêmes bivouacs, etc. Et en fait, ils sont devenus un petit peu curieux. Ils sont un petit peu détendus, on va dire, par rapport à moi.
Et c'est ce qui a fait que j'ai pu les filmer. Mais j'étais pas dans un challenge ou de vouloir devenir l'ami des loups et tout ça. Je sais que c'est pas possible, mais simplement me faire tolérer, ne pas être trop gourmand, ne pas vouloir les avoir de trop près parce que je sais que ça pouvait tout faire basculer, ne pas être dans la surenchère de l'image, mais plutôt dans la sensibilité, dans l'émotion que tout ça procure. Alors, vous parliez d'enquête policière. C'est vrai qu'au démarrage de ce projet, vous n'étiez pas forcément certain de tomber sur vos suspects. Vous avez commencé par implanter des caméras à différents endroits dans la montagne. Là, on voit un peu votre système technique, des caméras automatiques pour pouvoir filmer, c'est ça, en continu, tous les animaux qui passaient? En fait, c'est des caméras qui détectent les mouvements grâce à la chaleur des êtres vivants et ça m'a énormément aidé. Je crois que si j'avais pas eu ces caméras, j'aurais mis encore plus de temps, je serais peut-être pas arrivé. Et évidemment, il y a toute une aventure, parce qu'au début, j'ai tout eu, sauf des loups. Évidemment, mais j'avais tout le bestiaire, j'avais les chevreuils, On voit là d'ailleurs. Les bois du chevreuil. Et c'était même assez rigolo, mais un peu désespérant, parce qu'au début, j'avais rien. Et puis, j'ai commencé à essayer de comprendre. Puis, j'ai eu des traces, le premier hiver, dans la neige. Et du coup, petit à petit, j'ai affiné ma recherche et je suis tombé sur des loups. Donc, j'ai eu la certitude déjà que les loups étaient là. Et ensuite, essayer de comprendre leur fonctionnement, là où ils passaient. Bon, le territoire est vaste, 400 km² à peu près, donc 40 km sur 10 en montagne. Il faut du temps. On les voit là, ces images, les premières images de loups que vous avez pris. Lui, c'est le premier que j'ai eu sur la caméra automatique avec un chevreuil entier dans la gueule. Donc je me suis dit, il ne doit pas être tout seul parce qu'il avait l'air de l'emmener quelque part. J'ai dit, il doit y avoir une famille, il doit y avoir la meute. Et voilà, ça s'est passé comme ça, tout à fait progressivement. Mais je trouve que ces images de caméra automatique, en tout cas, je trouve qu'elles écrivent aussi le film, quoi. Elles font partie des acteurs du film. Et puis il y avait la surprise ou pas, d'ailleurs, chaque matin, de découvrir si... Puis il y a le côté gamin, quoi. Et la surprise, c'est le matin de Noël, quand on arrive, on ouvre, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors des fois, il y a eu une panne de pile, il n'y a rien, donc on est très déçus. Et puis des fois, des surprises extraordinaires. Vous avez d'ailleurs failli le croiser à ce moment-là, le loup. Il y a cette petite séquence d'images avec l'horaire qui est important. Là, il est 12h08. 12h08. Ça, vous n'êtes pas encore là, vous n'en savez rien. Je suis avec mes potes phoques et ma polka. En train de remonter vers votre caméra fixe. Voilà, j'arrive avec tout mon matos, 12h08 et voilà, 12h19. C'est-à-dire 11 minutes plus tard, j'arrive là et je vois ça. C'est là où vous vous rendez compte qu'il était là 10 minutes avant vous. Voilà, 10 minutes avant moi. Et ça fait partie des miracles, quoi. C'est des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'on raconte dans ce film, finalement. C'est juste ces émotions-là. Alors, on va dire, pour pouvoir le voir et le filmer de vos propres yeux, vous avez passé l'étape supérieure, ce qui était de vous mettre, entre guillemets, à l'affût, proche des lieux de vie supposés. Ça aussi, c'était un investissement personnel assez important. Ça a été fabuleux. En fait, j'aurais jamais cru pouvoir bivouaquer aussi longtemps par n'importe quelle saison. Alors, je faisais des bivouacs pas très longs. J'étais entre 5 jours et 1 semaine. On voit votre affût, un de vos affûts. Là. Voilà. Et puis, je descendais, me ravitaillais toutes les semaines, recharger les batteries pour la caméra, ramener de la nourriture, puis je repartais. Mais c'est vrai que si on regarde sur les 3 ans, j'ai dû passer 5 jours ou 4 ou 5 jours par semaine au bivouac. Donc ça a été, j'ai dormi beaucoup plus souvent dehors qu'à la maison. Été comme hiver. Été comme hiver, mais j'étais bien équipé, bien organisé, et franchement, c'était que du bonheur, quoi. C'est vrai que le premier hiver, j'ai pas vu de loup, donc je me demandais un peu ce que je faisais là et comment j'allais faire pour faire un film qui racontait comment j'ai fait pour ne pas filmer les loups. C'était un peu ça. Je me disais comment je vais raconter, comment je les ai pas filmés. Il n'y a rien eu. Voilà. Donc c'était un peu, il y avait de la pression. Mais ça a été une expérience extraordinaire. Tous ces affûts, cette contemplation. Quand je parlais des fourmis tout à l'heure, c'est vraiment ça, quoi. Elles étaient là, en été évidemment. Et puis tous les autres animaux et les étoiles, le petit, le grand, la nature, quoi. Donc on peut vivre ça tout près de chez nous. Et encore plus à Grenoble. Quand vous voyez ce que vous avez autour à Grenoble, ça va, quoi, entre les 3 massifs. C'est génial. La planque, un peu comme les policiers dans les enquêtes, ouais. Vous l'avez menée jusqu'au bout. Vous étiez sûr, à un moment donné, de finir par les voir, ces loups? Parce qu'1 an, c'est long à aller dormir dans la montagne 5 fois par semaine sans avoir de résultats concrets.
En fait, j'ai jamais été sûr. Moi, j'avais un défi. Je m'étais dit, le seul défi, c'était je cherche le loup sauvage. Parce que justement, le but, c'était de voir cet animal que des gens peuvent croiser, évidemment, parce qu'il y a des gens maintenant qui tombent sur des loups par hasard. Oui, ça arrive un peu plus aujourd'hui. Voilà, mais de pouvoir le filmer, de le rencontrer. Donc j'ai dit, moi, si j'ai un loup à 300 mètres et que je vois la queue du loup à 300 mètres, j'aurais gagné mon pari. En gros, c'était ça au départ. Donc j'avais quand même espoir. Mais au final, les loups m'ont donné beaucoup plus. J'ai eu quand même de la chance. Mais comme disait le grand naturaliste et philosophe Robert Hénard, qui était un Suisse, un personnage extraordinaire, qui faisait beaucoup d'affûts au blaireau et tout ça, et qui était un précurseur dans l'écologie, il disait il faut fatiguer la chance. Et en fait, c'est ça, faut fatiguer la chance. C'est-à-dire que c'est quand je vais au bistrot avec mes copains, ce que j'aime bien, le matin pour boire mon café, je suis sûr que je verrai pas de loup. Donc, si je suis là-haut, j'ai des chances de les voir. Et vous les avez eu, entre guillemets, à l'usure, ces loups. Ouais. L'image du premier que vous avez pu filmer, je crois que c'est celle-là, ça a été un moment assez fort. Hein. Ça a été de la folie. C'est une louve, en plus c'est la louve dominante, la louve alpha qui est pleine, qui est pas pleine, mais qui a les tétines et qui va à la tanière, que j'ai eu pleine juste avant sur une caméra automatique. Et là, en fait, elle a un gros ventre parce qu'elle va régurgiter de la nourriture aux petits, qui sont déjà un petit peu grands, qui ont près d'un mois. Et là, elle me regarde. On sent que ça tremble. Et elle fait pipi. Et moi, je filme, j'arrive plus rien, ni à faire le point, ni à tenir la caméra. Et en plus, j'ai un pied hyper stable, quoi. Mais là, c'était pas possible. Une émotion incroyable. Ça a été le choc. Dans les témoignages que j'ai pu voir sur cette expérience, vous parlez de drogue dure, vous étiez complètement accro, entre guillemets, au loup. Ça va, aujourd'hui, vous avez pu décrocher un peu ? C'est pas évident. Et là, je repars sur une nouvelle aventure. Donc, je ressens l'odeur de cette drogue qui me... Et là, je retourne au bivouac, je retourne sur des secteurs, je découvre d'autres meutes. Je vais traiter un peu de cette dispersion des loups. Parce qu'on va sortir de ce bocal, quand même. Cette vallée tellement belle, tellement magique et tellement préservée. Il n'y a pas que ça dans les Alpes. Il y en a des poches comme ça d'endroits sauvages, mais il y a aussi nous, on habite au milieu, il y a des routes, il y a des villes, il y a des gens, et les loups doivent naviguer au milieu de tout ça pour trouver de nouveaux territoires sur lesquels s'installer. Et je trouvais que c'était intéressant donc de traiter de ça, de sortir de la vallée, parce que cette vallée existe, je le redis, je le répète, mais évidemment, c'est pas toujours comme ça. Et donc là, je me remets sur de nouveaux secteurs, à essayer de comprendre, dormir dehors et tout, et ça, c'est trop bon, je remets mes caméras automatiques. Donc ce sera une sorte de continuité, peut-être pas une vallée des loups 2, mais... Non, c'est vraiment pas une vallée des loups 2, c'est juste une suite logique. C'est-à-dire que, pour être honnête, vu que le film a bien marché, les producteurs m'ont dit, écoute, tu avais fait l'aigle, tu as fait le loup, ça a très bien marché, maintenant tu vas faire le lynx. C'est logique. Et non, en fait, évidemment, ça a été très très dur de sortir de cette histoire-là. Donc je me disais, je pourrais rien faire d'autre, quoi. Il y a un moment, on a beaucoup de mal. Et le producteur a été très bon, psychologiquement, il m'a bien détendu et tout ça. Et je me suis dit, au gré des rencontres avec le public, parce que j'ai fait beaucoup de séances, plus de 120 séances où j'ai rencontré le public, des débats et tout ça qui était fabuleux sur le loup, et avec des éleveurs ou autres, et avec toujours du respect mutuel, donc toujours des débats constructifs et jamais de posture et de violence. Je me suis dit, ça serait quand même... C'est venu naturellement. Ça serait quand même intéressant de parler de ce rapport qu'on a à la nature, aux sauvages, aux prédateurs, aux renards, par exemple, tout simplement, aux blaireaux, qui sont des animaux qu'on se dit, oui, il faut les réguler. Alors pourquoi il faut réguler les renards, on ne sait pas. C'est dans notre culture, mais si vous allez, par exemple, dans le canton de Genève, en Suisse, eh bien, les renards ne sont plus chassés depuis 40 ans, parce que la chasse est interdite, et puis vous n'avez pas plus de renards, parce qu'eux-mêmes ne tolèrent pas d'être trop nombreux sur leur territoire. S'autorégulent. Voilà, et c'est ces choses-là que j'ai envie de raconter. Et évidemment, le loup est un parfait ambassadeur pour tout ça, et puis ça me permet de continuer ma drogue dure. Donc c'est pas mal. De reprendre une petite dose. Je crois que d'ailleurs, vous viendrez tourner à Grenoble, parce que même si le loup aime bien les territoires sauvages, il peut parfois passer par les territoires urbains. Hein. Donc je vais venir tourner sur Grenoble. Il y avait eu cette fameuse histoire Espace Comboire il y a 5-6 ans. Quelques années, un loup qui avait été écrasé en plein Grenoble. Un loup qui s'était fait écraser sur la 4 voies parce qu'il pressait du Trièves au Vercors. Et donc j'ai envie de faire des images à Grenoble, justement parce que Grenoble, c'est vraiment la ville typique où vous êtes dans la ville, vous levez la tête, vous avez la nature sauvage tout autour. Et les loups doivent
pour passer du Vercors en Chartreuse ou ailleurs, doivent traverser ces voies rapides et puis trouver des endroits giboyeux, tranquilles, sur lesquels s'installer. Donc c'est une belle aventure que de suivre leurs traces, mais de façon parallèle. Évidemment, je ne vais pas suivre les loups à la culotte, mais je vais suivre leur chemin, cette marche des loups, pour m'imprégner de ce qu'ils peuvent vivre et essayer de trouver de nouveaux territoires d'installation. Bon, on suivra l'opus 2 dès qu'il sera sorti avec intérêt. Une idée peut-être pour suivre les loups et toute la faune sauvage de façon assez douce, c'est de prendre un peu d'altitude, les survoler en parapente. Je ne sais pas si vous qui êtes un parapentiste expérimenté, c'est une bonne technique pour voir la faune. Ça va dépendre des secteurs déjà, parce que pour partir en parapente et voler longtemps et loin, il faut que ça s'y prête. Donc ça pourrait se faire. Ça a déjà été fait, il y a déjà pendant la Coupe Icare où il y a un pilote qui vient avec son aigle et qui vole avec son aigle à côté. Donc pourquoi pas essayer d'aller au-dessus des loups. Peut-être ils regardent le ciel, je ne sais pas. Ah oui, ils sont attentifs à tout. Ils sont vraiment très vigilants. Mais vous devez voler avec les vautours, avec les... Oui, ça nous arrive. Ouais. Mais ça, c'est magnifique. Ouais. Fabuleux. Ouais. Tous les oiseaux qu'on croise en l'air, c'est magnifique. Ouais. Et c'est souvent des indicateurs pour pouvoir aller faire un peu de distance ou d'aller d'un thermique à un autre. Ils nous indiquent les endroits où ça monte souvent. Alors pour voler longtemps et parcourir des kilomètres et des kilomètres avec une voile dans le dos, ça demande un peu quand même d'expérience et un peu de technique. Le parapente, on va dire classique, on part d'un sommet de montagne, on atterrit en bas. Vous faites partie des gens qui maîtrisaient l'aérologie pour aller un peu plus loin. Moi, je ne suis pas le meilleur du monde, loin de là. Mais pour commencer à faire un peu de vol de distance, de partir d'un point A et aller au moins à 20 ou 30 km, il faut commencer à avoir une petite expérience et avoir une petite connaissance en aérologie et pouvoir se permettre de se déplacer. Quoi. On peut faire combien de kilomètres en décollant d'un sommet avec un parapente ? Eh ben, on peut faire jusqu'à 450 km. Sans avoir besoin de reposer au sol. Ouais. Mais les gros records, ça ne se fait pas en France. Hein. Techniquement, ça marche comment ? On remonte en altitude, j'imagine, à un moment donné ? Le soleil, il chauffe, pour synthétiser l'affaire. Le soleil va chauffer la Terre, ça va générer de la chaleur, elle monte, et puis ça va faire des colonnes comme ça, et nous, on va de colonne en colonne, pour synthétiser. Et généralement, c'est schématisé par les nuages, comme on appelle ça des rues de nuages. Souvent, les nuages, ils suivent, et nous, on va de nuage en nuage pour avancer au plus loin. Alors, il y a une compétition qui est un peu... emblématique de cette discipline, c'est une compétition en plus qui se passe ici chez nous en Isère, c'est le Saint-Hilaire Tour qui a été créé il y a déjà un petit nombre d'années. Ouais, depuis 2011. Ouais. Qui s'organise tous les 2 ans. C'est quoi le principe de cette épreuve ? C'est un peu différent de ce qu'on vient d'évoquer là, c'est plus axé sur du trail et du vol de distance. Donc là, on a un parcours à faire soit en marchant, soit en volant, et on n'a pas le droit de prendre la voiture. Et on a un parcours à faire au niveau des 3 massifs, c'est-à-dire on va partir même de plusieurs massifs, mais c'est surtout autour de Saint-Hilaire, une boucle dans la Chartreuse, une boucle qui va plus dans le Dévoluy, le Vercors, et une boucle qui va un peu plus vers la Savoie, Haute-Savoie. Il y a 300 km, je crois, à peu près, sur 4 départements. À vol d'oiseau, hein, mais souvent c'est 3 fois la distance qu'on va parcourir. Oui, ça c'est 300, c'est si on va tout droit. Ça n'arrive jamais. C'est tout droit sur la carte, évidemment. Pour être sûr de ne pas perdre les pilotes sur une distance aussi grande, il y a des petites balises, des trackers, c'est ce qu'on voit là. Comme on voit là, on a des live tracking qui nous permettent d'être suivis en temps réel sur Internet. Donc sur le site de la course, c'est airtour.fr. Donc là, vous avez la liste des pilotes et on voit leur position sur le circuit et on voit s'ils marchent ou s'ils volent. Parce qu'ils partent tous en même temps et après chacun se débrouille pour faire le parcours. Comme il veut, par où il veut. Et c'est à lui d'avoir la meilleure stratégie et... la meilleure réflexion pour se placer au meilleur endroit, au meilleur moment, pour pouvoir faire le plus de distance en volant et pas en marchant, parce qu'en marchant, ça fatigue plus qu'en volant. Donc forcément... La règle, c'est qu'on n'a pas le droit de se déplacer la nuit. Donc je crois que entre 7h30 et 20h, on fait ce qu'on veut. Voilà, 7h, 20h30, on a le droit de se déplacer. À 20h30, on s'arrête à l'endroit où on est, on coupe notre tracker, on envoie un message sécu comme quoi tout va bien, on s'est bien posé au bon endroit. Et puis voilà, on reste à l'endroit où on est, où on peut se déplacer. Mais le lendemain matin, on repart du point où on a arrêté notre balise pour continuer. On peut se poser n'importe où en parapente ? On peut se poser quasiment n'importe où, en respectant certaines... C'est sûr, on ne va pas se poser au Versou, on n'a pas le droit. Enfin, il y a des réglementations aériennes, mais chaque pilote, parce que c'est quand même des bons pilotes qui font ce genre d'épreuves, qui ont une certaine connaissance, donc on ne va pas se mettre n'importe où. Déjà, il y a un règlement, donc on n'a pas le droit d'y aller. Et donc après, on peut se poser. Après, les champs de culture comme ça, il faut éviter, parce que le paysan, il n'est pas forcément accueillant. Donc, mais comme c'est des bons pilotes, généralement, ils posent sur la route qui est à côté du champ et il n'y a pas de problème.
Et donc on peut se poser, plier le matériel, remonter autant de fois qu'on veut dans la journée. Ouais. C'est pour ça que c'est assez stratégique, dans le sens où il faut réfléchir avant de se poser, où est-ce qu'on va se poser, si on se pose au bon endroit pour redécoller un peu plus tard dans la journée, ou si on se pose au bon endroit pour décoller le lendemain matin. Donc tout ça, ça se réfléchit, ça se planifie en l'air, en amont et tout, avec l'assistant ou d'autres personnes qui sont derrière, qui suivent, qui envoient des messages, puisque c'est assez suivi par d'autres parapentistes. Donc ils nous envoient des messages souvent en l'air et nous disent « ouais, il faut que tu passes par ci, il faut que tu passes par là ». Donc c'est... En fonction de la stratégie, on va plus ou moins marcher donc pendant l'épreuve. J'imagine que la marche, on va moins vite qu'en volant. Oui, en moyenne, en volant, les bons mettent 30 km de moyenne, et puis sur le sol, on va être à 7-8 km/h. Et surtout, il faut porter, on le voit là sur les images, il faut porter le parapente. Voilà, comme on voyait, là, c'était Benoît Wouters, qui a fini 2e à la dernière édition. Et là, il faut marcher avec le parapente et on va pas bien vite. Bon, on rappelle qu'il n'y a pas le droit au stop, hein, même si stop, on emprunte les routes parfois goudronnées. Pas de stop, c'est vraiment une épreuve pour les puristes. Le départ aura lieu ce dimanche de Saint-Hilaire-du-Touvet, la Mecque du... En haut du funiculaire. La Mecque du parapente ici en Isère. Il y a 39 équipages, je crois, au départ, une quarantaine. Donc là, le départ, tout le monde pourrait y assister puisque c'est le moment où tout le monde décolle ensemble. C'est sur la moquette de Saint-Hilaire, le décollage qu'on voit pour la Coupe Icare. Donc là, on fait le départ en ligne, donc tous les pilotes sont alignés, il y a un chrono qui part, ils font une boucle et après ils partent où ils veulent. Donc s'ils ont envie de redescendre à pied dans la vallée, ils redescendent à pied. S'ils ont envie de redescendre en volant ou si les conditions sont excellentes et d'aller commencer à voler, ils décollent, ils font ce qu'ils veulent en fait. À partir du départ, les pilotes font ce qu'ils veulent. Pour faire le parcours, les meilleurs, ils vont mettre combien de temps ? 3-4 jours pour les meilleurs, et suivant les conditions, parce que c'est pareil, les conditions climatiques, surtout en ce moment avec les orages qu'on a, ça s'arrête vite de voler. Mais 3-4 jours, sinon il y en a ça boucle pas. Mais après il n'y a pas que boucler, on peut faire l'aventure dans l'esprit de partager des choses et de vivre une aventure qui est unique. C'est unique de faire un truc comme ça. Bon, il paraît que vous attendez encore certains compétiteurs de 2016. Oui, il y en a qui ne sont pas encore arrivés. Bon, voilà, à suivre en tout cas sur airtour.fr, le site de la compétition. On verra pendant plusieurs jours les compétiteurs, leurs trackers sur les différents spots autour de Saint-Hilaire. On va terminer en revenant sur Terre. Isabelle, sur le sol ferme, puisque vous organisez ce week-end une manifestation qui s'appelle Ensemble pour l'épilepsie, qui aura lieu au Pont de Clé, dans l'agglomération grenobloise. Oui. C'est une première dans la région, une manifestation qui va se dérouler en plusieurs temps. Oui, en 3 temps. Alors, le 8 juin, il y aura une conférence en présence du professeur Philippe Kahn, qui est un neurologue au CHU de Grenoble. Nous avons la chance d'avoir également le professeur Chabardès, je crois qu'on dit. C'est un neurochirurgien, donc conférence. Nous aurons aussi l'association Épilepsie France 38, parce que je ne concevais pas cette manifestation sans des gens qui accompagnent les patients. Bon. Donc en fait, cette manifestation, elle va se dérouler en 3 temps, comme je vous l'ai dit. Donc le lendemain, le 9, il y aura 3 courses le matin, c'est-à-dire 10 km. Course à pied. Donc course à pied, 10 km, 5 km marcher et courir et 1 km pour les enfants. Voilà. Au départ de Pont de Clé. Alors Pont de Clé, les sources de Rochefort, c'est très joli. L'après-midi, manifestation sportive, mais pas seulement. Il y aura des chants, il y a même du gospel. Donc ça va être hyper sympa. Il va y avoir des démonstrations sportives, arts martiaux, danse en ligne. Enfin, ça va être super sympa. L'objectif pour vous, c'est quoi ? De récolter de l'argent pour la recherche ? Oui. Le but premier, c'est de récolter des fonds pour la FFRE, la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie. Mais pas que. C'est une façon de faire en sorte que les gens se rencontrent. La deuxième chose, c'est informer les gens, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur l'épilepsie. D'ailleurs, on en a discuté avant l'émission. La première chose que disent les personnes interrogées sur l'épilepsie, c'est quelqu'un qui tombe, qui a des convulsions. Or, on ne peut pas parler de l'épilepsie, mais des épilepsies. Oui, la crise, ce qu'on voit là sur ce petit clip, c'est ce qui est rentré, on va dire, dans l'imaginaire collectif. C'est ce qu'on appelle la crise généralisée. On dit souvent qu'on avale sa langue, alors je crois que c'est faux également. C'est archi faux. D'ailleurs, je déconseille à tout le monde de mettre les doigts dans la bouche d'un épileptique pour éviter qu'il avale sa langue. La seule chose qu'on peut arriver à faire, c'est se faire sectionner les phalanges. Donc voilà. Donc justement, informer sur les gestes, informer sur la maladie, sur les diverses formes de maladie. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est briser cet assourdissant silence qui se fait autour de l'épilepsie. Parce que déjà, quand on est épileptique,
C'est difficile de le dire. C'est une maladie honteuse. On parle encore de personnes habitées par le diable. On est pourtant au XXIe siècle. Là. Donc, on entend encore dire ce genre de choses. Ça peut toucher tout le monde, en fait. Hein. Oui. L'épilepsie, je crois qu'il y a à peu près 1% de la population. Oui, tout à fait. 600 000 tout à fait. personnes. 600 000 personnes sont atteintes de l'épilepsie, dont 50% sont des moins de 20 ans. Ça se passe dans le cerveau. Tout à fait. Oui. C'est quoi? C'est un problème au niveau des neurones? Oui, voilà, c'est une hyperactivité des neurones. Pour faire court, c'est un orage électrique dans la tête. Comme ça, tout le monde comprend. Voilà. Et elle peut se manifester justement par différentes formes. Donc, la crise généralisée tonico-cyclonique, celle qu'on vient de voir. Vous avez aussi ce qu'on appelle les absences. Donc, vous êtes la personne, tout d'un coup, perd contact. Elle s'arrête, c'est comme si voilà, il n'y a plus rien, je vous parle. Voilà, c'est un exemple. Et puis elle revient, et puis... On voit là des images de prise d'encéphalogramme. Oui. On peut être épileptique et ne pas le savoir. Oui, parce que certaines personnes ne le savent pas. Parfois légers, ouais. Ouais, c'est léger. Ça peut être simplement des points lumineux. Ça peut être certains aussi des hallucinations. Des hallucinations auditives, mais également olfactives. Donc voilà, on sent une odeur bizarre, mais en fait, il n'y a pas d'odeur bizarre. Voilà. Les hallucinations, c'était d'ailleurs le cas de Jeanne d'Arc, qui était épileptique. Ça venait de là, alors. Ouais. Bon, Très peut-être. bien. Les voix qu'elle entendait. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cette maladie et puis venir faire une bonne action, on peut faire du sport quand on est épileptique? Ouais. Oui, ce n'est pas... Il y a des contre-indications, par contre. Il ne faut pas faire de parachute. Bon. Pas de plongée sous-marine. Je suis désolée. Mais on peut aller courir. Mais on peut aller courir. Eh ben, rendez-vous donc vendredi soir au Pont de Clé pour la conférence et puis samedi matin pour les amoureux de la course à pied. Puis tout au long de l'après-midi, c'est organisé avec l'OMS. L'Office municipal des sports. Mais je remercie également la ville de Pont de Clé qui m'a beaucoup aidé. Très bien. Eh ben, merci en tout cas à tous les trois d'être venus. Nous, on se retrouve merci à vous. Demain, même heure, même endroit avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.